Alors bonjour, je m'appelle Annabelle Marin, et donc je suis, docteure en histoire médiévale. Donc j'ai soutenu une thèse, le 30 novembre 2019, une thèse menée en co-tutelle entre l'université, de Sorbonne Université et l'université de la Complutense de Madrid. Donc ma thèse a été dirigée par 2 professeurs, donc une française et une espagnole, Madame Elisabeth Cruzet-Pavan et Madame Maria Asenjo González. Le titre de ma thèse, donc, est La part des femmes, une lecture de la haute noblesse castillane au XVe siècle. Et donc, ma spécialité est l'histoire des femmes et l'histoire des pouvoirs en Castille à la fin du XVe siècle. Alors, cette thèse, a-t-elle été l'aboutissement d'un parcours traditionnel, une licence, un master et puis ensuite un doctorat? Ou est-ce l'aboutissement d'un parcours un peu plus singulier? Alors, je dirais que ça a été l'aboutissement d'un parcours très traditionnel puisque j'ai passé un bac, alors scientifique pour le coup, puis je suis, partie quelques années en prépa, au lycée Pierre de Fermat à Toulouse où, j'ai présenté l'école des chartes que je n'ai pas eue et par la suite, j'ai intégré le master, d'histoire médiévale de la Sorbonne sous la direction du professeur Elisabeth Cruzet-Pavan et là, de manière assez traditionnelle, j'ai fait mon master 1, mon master 2 qui portait déjà sur les questions d'autorité féminine au Moyen Âge, mais sur un autre terrain d'études et je me suis lancée sur, la préparation de l'agrégation des concours que j'ai obtenus et enfin j'ai débuté une thèse en histoire médiévale avec la même directrice de recherche. Voilà, donc c'est finalement assez, classique comme parcours et c'est, dans la même université, donc qui est Sorbonne Université. Oui, donc on voit en fait que ton goût pour le Moyen Âge s'est déterminé très, très tôt dans ce parcours aussi. Ah oui, oui, alors lors de mes années de prépa, j'avais fait beaucoup de latin et j'avais découvert l'histoire, du Moyen Âge et pour moi, c'était assez clair, oui. Je voulais du moins au début faire un master d'histoire médiévale. Alors comme je suis du sud de la France, que je suis née à Carcassonne, donc j'ai un peu baigné dans des histoires, de cathares et de templiers. Je suis arrivée donc dans le bureau de madame Crozet-Pavan en disant, «Je veux travailler sur des sources en latin et sur les cathares et les templiers» et donc après, moult discussions, je me suis réorientée vers l'histoire des croisades, hein, des sources latines de la première croisade et après sur l'histoire des reines, de Jérusalem. Donc voilà, finalement, je suis arrivée par d'autres biais, aux templiers, qui ont été des acteurs importants des croisades. Oui, et tu as mentionné une préparation à l'école des chartes, donc j'imagine que cette préparation aussi t'a beaucoup, disons, formé et aidé pour utiliser les documents que tu as utilisés ensuite dans ton travail de doctorat et que tu nous expliqueras, ensuite. Ouais, oui, beaucoup. C'est vrai que c'était crucial déjà de faire du latin, de pratiquer, et de faire du latin, et aussi par la suite dans mon travail de thèse, de pouvoir déchiffrer une langue finalement qui est de l'espagnol, mais pas encore l'espagnol que l'on connaît et donc le latin donne une assise au niveau des racines et c'est à la base de toute langue romane donc du coup, ça m'a énormément servi de faire enfin, de parler latin, si je puis, m'exprimer ainsi. Oui, alors quel a été finalement l'élément déclencheur qui a motivé le sujet même de ta thèse que tu as mentionné tout à l'heure? Alors c'est vrai que je voulais, travailler sur les femmes et sur les questions d'autorité féminine. Alors ça correspondait à un désir, à la fois, profond, heu, que j'avais. Ça a été aussi, dû à la découverte que j'ai fait des thèmes et de l'historiographie anglo-saxonne, lors de mes études de master 2 sur les reines de Jérusalem. J'ai dû me mettre, au point sur, voilà, toute l'historiographie, sur les femmes autour du queenship, de beaucoup de questions et j'ai été passionnée par les nouveaux questionnements, qui avaient cours dans les études historiques, sur ce domaine-là et donc ça, c'est pour le thème des femmes et ensuite l'Espagne,
parce que je parlais la langue Mmh. et parce que c'est vrai que, j'avais un désir aussi plus personnel, peut-être familial, de retourner en Espagne. Donc j'ai mêlé mon désir de faire des études féminines, de l'histoire des femmes et le terrain espagnol. Alors au début, c'était axé sur les reines d'Espagne. Donc je suis notamment, j'ai quand même eu de la chance d'avoir toujours, une directrice de recherche qui, à la fois m'a poussée, m'a donné les moyens de mûrir mon objet de recherche, puisque alors que je faisais mon stage d'agrég, à Paris, je suis allée assister à un des, grands congrès qu'il y avait eu en Espagne à Saint-Jacques, pardon, de Compostelle. Et donc ça, rassemblait, toutes les spécialistes de l'histoire espagnole des reines et donc j'avais noté les pistes de recherche, les archives aussi à consulter. Donc ça, c'était un premier séjour et un deuxième séjour carrément aux Archives générales de Castille à Simancas pour aller concrètement voir, où était, enfin la question des reines et là, en réalité, j'ai rencontré la directrice des archives qui s'appelle, Isabelle, Aguirre avec qui j'ai eu un rendez-vous approfondi et très intéressant, qui m'a dit: «Mais tu sais, tu cherches les reines, donc c'est très bien, mais il y a, beaucoup de choses à faire sur les femmes dans les entourages des reines, dans les archives». Donc j'ai un peu, orienté mon objet d'étude sur l'entourage des reines. Voilà pour la genèse de ma thèse un peu. Très bien. Alors, qu'as-tu voulu, démontrer dans cette thèse? Quelle était ta thèse? Alors le point de départ, c'est une interrogation que j'ai menée parce qu'au début donc je m'intéressais aux reines et je l'ai aussi menée largement avec ma directrice de recherche sur, le couple, Isabelle la catholique et Ferdinand, d'Aragon. Puisque, il y avait aussi dans les, études historiques une notion qui avait été forgée, qui était très intéressante, qui s'appelait, le partnership. Donc après ce temps de l'histoire des femmes qui a pu être militant, où on a cherché à réhabiliter le pouvoir des femmes et on est allé les chercher dans les archives, venait ce temps en réalité d'un pouvoir partagé, presque d'une réalité pratique du pouvoir. Elles étaient rarement seules, donc quelle était la place de l'homme, allié ou pas? Et donc, ma directrice m'avait fait part et on avait échangé sur, oh là là, ce couple au tournant du Moyen Âge et de l'époque moderne. Et donc, on avait forgé l'hypothèse. En réalité, on avait regardé le contexte du XVe siècle, un contexte de reconquête, de bouleversement dynastique qui entraîne des recompositions au niveau de la haute noblesse. On s'était aperçu que les hommes, finalement, les grands nobles, étaient très peu dans leur domaine et que donc elles avaient, les femmes, la haute noblesse féminine, donc les duchesses, les comtesses, les marquises, avaient une marge de manœuvre plutôt intéressante. Et donc on a cherché à voir si ce modèle des rois catholiques n'avait pas de partnership, de partenaires de gouvernement, d'équipe de représentation, bref, cette notion de couple n'avait pas été expérimentée auparavant dans la noblesse castillane du XVe siècle. Et donc si, Isabelle la catholique, qui au début est Isabelle de Castille et est une femme noble, dans tout ce qu'il y a de plus traditionnel avec un ethos aristocratique, bien particulier, ne s'est pas inspirée de, tout ce qui avait été expérimenté au niveau des pratiques de pouvoir au XVe siècle en Castille. Alors, quelles Voilà. sont ces femmes dont tu as exploré, l'existence et le pouvoir? Alors, ce sont des femmes, donc, comme je l'ai précisé, de la haute noblesse féminine. Alors, qu'est-ce que la haute noblesse féminine? J'ai beaucoup lu les spécialistes de la noblesse espagnole, donc qui les ont définies par leur titre. Voilà, comme je l'ai précisé, marquise, duchesse, comtesse, mais ce groupe a été éminemment difficile à circonscrire parce que, ça dépendait aussi, grandement, des archives que je trouvais parce que le régime documentaire est particulier, en Castille. On est à la fin du Moyen Âge, au début de l'époque moderne, avant les rois catholiques et donc il n'y avait pas encore eu de politique de l'État au niveau de la classification des archives.
Et donc, il a fallu faire avec l'état documentaire existant et même, je dirais que même si, bon, les archives espagnoles sont bien entendu, classées, comme tout État, d'Europe, en Espagne, certains fonds de la noblesse ne sont pas reversés aux archives d'État et donc j'ai dû aussi aller, dans des familles nobles qui m'ont ouvert leurs archives et donc ce sont, je dirais, une soixantaine de femmes mariées à des hauts dignitaires, alors à des grands nobles et après j'ai encore circonscrit aux hauts dignitaires, donc aux membres de la cour des rois Trastamare, donc c'est la dynastie, qui s'impose en Castille au XVe siècle. Et quelles sont les principales conclusions auxquelles tu es parvenue sur le rôle de ces femmes de la haute noblesse? Alors les principales conclusions, je dirais que alors sur mon hypothèse de départ, c'est largement à exploiter, mais je dirais que les conclusions sont plutôt positives et je m'appuie aussi sur les travaux d'un professeur qui s'a enfin de oui, d'un chercheur, un professeur qui s'appelle François Foronda, qui a travaillé sur la Privanza et qui, avait eu les mêmes intuitions, et en travaillant sur cette notion, recoupe en partie, les intuitions que j'avais eues sur voilà, l'origine de ce couple royal. Ça, c'est la première conclusion qui répondait à mon hypothèse. La seconde conclusion est celle de leur participation au procédé de transmission matérielle et immatérielle. Alors bien sûr matérielle. Donc j'ai énormément travaillé sur des documents qui avaient trait aux héritages et donc j'ai un peu réhabilité l'héritage féminin qui souvent est, cantonné à la dot, le douaire et donc là j'ai essayé de lui donner de l'épaisseur et de voir comment en des temps un peu incertains, dans, un contexte nobiliaire de recomposition des lignages et bien l'héritage féminin, il était beaucoup plus important, voire même crucial dans certaines alliances qu'on ne le pensait. Et après, dernier point, j'ai travaillé sur quelque chose de plus immatériel, qui est la notion d'éthos aristocratique. Et donc, j'ai pu voir qu'elle transmettait aussi largement la dignité nobiliaire et cette conscience du groupe. Après, j'ai vu d'autres choses sur leurs pratiques de gouvernement concrètes, sur des délégations au pouvoir. Et en fait, la plupart du temps, elles agissent même sans délégation de pouvoir. Et là, je suis en train de creuser la question de leur rôle au sein des villes, en réalité, femmes et gouvernement urbain. Et aussi, alors ça c'est à l'échelle, je dirais, urbaine, mais aussi à une échelle un peu plus large de celle des señoríos, en réalité, qui sont des ensembles territoriaux qui se constituent à la fin du Moyen Âge, de voir leur rôle dans ce processus de seigneuralisation, comme on dit, qui a lieu en Castille, même si le terme seigneuralisation doit être voilà, commenté parce que c'est pas aussi transparent que voudrait le français. C'est vraiment un phénomène que l'on voit qu'en Castille à la fin du Moyen Âge, donc c'est d'autant plus inédit et intéressant. Est-ce Voilà. justement cet aspect de ton travail qui t'a poussé à travailler en co-tutelle avec une spécialiste de l'Université Complutense de Madrid, une spécialiste de ces questions, il me semble? Absolument, ouais. Alors ça a été de suite quelque chose de très, très enrichissant et de très, stimulant intellectuellement. C'est-à-dire que j'avais, à la fois quelqu'un qui me dirigeait, avec qui, j'avais une connivence intellectuelle depuis plusieurs années. Je connais depuis, plus de 10 ans maintenant, le professeur Elisabeth Crouzet-Pavant, mais aussi, la co-tutelle a permis de découvrir d'autres manières de travailler. Ça m'a ouvert, un pan, toute une historiographie, notamment en effet en histoire urbaine espagnole très riche à ce sujet-là, et des liens avec l'Espagne, privilégiés, avec aussi pour rentrer dans les archives nobles, ça a été d'une grande aide. C'est-à-dire que bien sûr, d'arriver de la Sorbonne, ça peut, servir, mais d'arriver d'une des facultés les plus renommées d'Espagne, de la Complutense, de Madrid, ça a été d'une grande aide puisque j'ai pu accéder à tous les fonds, qui m'étaient nécessaires. Donc je pense au duc de Medinaceli, au duc d'Albe, où là, réellement l'aide de ma directrice espagnole a été, primordiale. Mmh. Alors justement, mis à part ces 2 directrices,
Y a-t-il d'autres personnes qui ont joué un rôle essentiel d'un point de vue intellectuel ou d'un point de vue pédagogique dans ce travail de doctorat que tu as mené? Alors, comme disait ma directrice espagnole, la thèse est un voyage. Et donc, au cours de tous les voyages que j'ai pu faire en Espagne, j'ai rencontré à la fois des doctorants lors de mon année, puisque j'ai eu l'honneur et la chance d'être membre de la Casa de Velasquez. Donc là, réellement, au niveau intellectuel, c'est un chamboulement puisque toute la journée, on baigne dans des séminaires, alors de différentes époques, parfois de différentes disciplines, mais vraiment, il y a une stimulation, permanente. On parle aussi on est à Madrid, on parle aussi avec des spécialistes d'archives, que l'on consulte. Donc, je dois dire que certains membres de la Casa de Velasquez ont été, très importants dans mon parcours intellectuel. Et après, j'ai pu rencontrer donc, des professeurs, donc, un professeur d'histoire médiévale, François Foronda, que j'ai déjà évoqué, et une autre professeure, Hélène Thiolin-Pardo, du coup en littérature médiévale qui, là, a été d'une grande aide, notamment pour apporter, des questionnements pertinents sur une des sources que j'ai pas mal exploitées, qui est la littérature didactique et des chroniques où là, clairement, je n'avais pas alors pour les archives, j'avais quelques notions et automatismes, mais c'est vrai que ma thèse m'a permis de découvrir donc, réellement la littérature médiévale espagnole, qui est d'une richesse, absolue. Et donc j'avais besoin, pour cela, d'avoir des spécialistes qui orientent mes questionnements et aussi concrètement les manuscrits, qu'est-ce qu'un manuscrit, sa diffusion, sa réception, voilà. Mmh. Alors on sent bien à ton discours que cette double, tutelle, a été très, très enrichissante, pour toi. Tu as ouvert des portes, t'a permis, d'accéder à à de nombreuses méthodologies et aussi à des conditions de travail assez exceptionnelles. Mais, as-tu rencontré des difficultés? Et te souviens-tu de ces difficultés? Comment les as-tu surmontées ou pas d'ailleurs? Alors, les premières difficultés qui me viennent, c'est des difficultés institutionnelles. Parce que même, et il faut le dire, si l'on vient d'universités, dites, prestigieuses, enfin du moins d'universités qui ont des fonds disponibles, même si l'on vient d'universités, qui ont l'habitude des co-tutelles, je veux dire Sorbonne Université et l'Université de Madrid, on peut supposer que c'était pas la première co-tutelle. Ça a été un chemin éminemment difficile et c'est d'autant plus, triste, au moment où on s'interroge parfois sur, Erasmus ou l'Europe ou l'Union européenne. Voilà, j'ai vraiment rencontré, des difficultés, pour communiquer, des difficultés d'inscription. En fait, j'ai mené quasiment tout au long de ma thèse 2 inscriptions conjointes. L'accord de co-tutelle a été signé, quasiment la veille de ma soutenance de thèse. Donc en réalité, pour des questions financières, j'ai quasiment parfois payé 2 fois certaines années. Donc, il y a vraiment, je trouvais en plus un fossé entre une administration qui était très rigide et très, 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 très dure, et après, bah, des professeurs qui en fait se connaissaient et travaillaient ensemble et avaient, un accès et une communication, très facile. Je veux dire, madame Asenjo González ou madame Cruzet-Pavan sont 2 spécialistes de la question de questions urbaines, donc l'une sur des terrains, et l'autre sur d'autres terrains, et ont l'habitude d'organiser des congrès, des colloques. Elles se connaissent personnellement. Donc moi, je vivais dans un environnement, je dirais, assez, facile au niveau de la communication, entre nous 3. Mais alors il y avait une administration et des questions, très, terre à terre et pratiques qui ont été, difficiles et sujets au stress. Donc c'est triste, je trouve, de devoir, subir ce genre de choses. Mais voilà, on retiendra que le meilleur à la fin. C'est ça, on retiendra le meilleur. Alors à part tes 2 directrices de thèse, qui étaient les professeurs qui composaient ton jury? Alors, je dois dire que je trouve, alors c'est peut-être très, très facile, mais je trouve que j'ai eu beaucoup de chance, hein, parce que le jury correspond vraiment
aux personnes, à la fois que j'admire intellectuellement dans ma discipline et je trouve que ça donne vraiment tout ce que je viens de te dire sur cette co-tutelle avec, très stimulante intellectuellement, se retrouve dans mon jury de thèse puisque mon professeur, ma présidente de jury de thèse est, Hélène Tchulin-Pardot que j'apprécie énormément et qui m'a énormément aidée pour mes travaux. Donc, c'est très, très, c'était très important pour moi parce que je sais que parfois on peut se retrouver avec un président de jury, un peu choisi par dépit. Alors peut-être pas par dépit, mais, pour des questions un peu stratégiques ou, pour des questions de champ d'études. Je dois dire que moi j'étais, totalement, enthousiaste à cette idée. Puis j'avais 2 professeurs espagnols, donc ma directrice de recherche espagnole et une autre de la Autónoma de Madrid, donc l'autre université, qui est, Yolanda, Guerrero Navarrete, qui a éminemment travaillé sur ces questions de femmes, d'autorité féminine. Donc là, c'était vraiment, pour moi, j'ai pris ça comme une chance que mes travaux, que mes recherches, comme tout le monde le sait, une thèse, on arrive à un degré de précision tel qu'on est content, d'être lu par des spécialistes qui savent réellement, de quoi l'on parle. Donc ça, c'est cet aspect-là et enfin 2 hommes tout de même, des espèces d'histoires partagées entre les femmes et les hommes. Donc François Foronda qui a été, vraiment quelqu'un qui, m'a beaucoup aidée, par ses raisonnements, ses intuitions. Nos rendez-vous à la Bibliothèque nationale d'Espagne étaient toujours, des moments très denses en réflexion et Martin Aurel, pour le terrain français qui a travaillé sur les noblesses et donc là, un spécialiste tel de la noblesse et des femmes nobles, alors pas espagnoles, mais d'autres terrains d'études. Donc je suis très fière et très, heureuse de mon jury de thèse. Mmh. Alors avec un tel jury, j'imagine que tu gardes un bon souvenir du jour de la soutenance? Oui, un très bon souvenir. Je me rappelle m'être pas trop préparée en réalité, parce que je m'étais dit de manière, peut-être que je m'étais dit que de toute façon, j'étais la meilleure personne pour parler de ce travail étant donné que c'est moi qui l'avais écrit et alors c'est drôle, c'est venu à la fin, c'est venu le dernier mois. Je me disais que de toute façon, je saurais répondre puisque ces archives, j'y ai tellement été que je saurais répondre à tout ça. Après voilà, ça reste une épreuve pour la longueur et la densité, des choses, c'est-à-dire et puis c'est aussi un exercice, rhétorique, très intéressant puisque les professeurs donnent leurs remarques et donc c'est à nous de sélectionner les points auxquels on veut répondre. Donc là, si vous voulez, il faut pendant 3-4 heures être vraiment toujours attentif. Il n'y a pas de pause. Donc, mais j'en garde un souvenir très, 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 très émouvant et c'est probablement, le plus grand moment intellectuel de ma vie, quoi. J'ai jamais autant, été à la fois fière et à la fois dans la réflexion, pour ce que j'ai fait, quoi. Voilà. En plus, la diversité des membres de ton jury, montre que, enfin, le débat pouvait avoir lieu sur plusieurs terrains et Voilà. que, voilà, c'était d'une très grande richesse, ça Ouais. sans aucun doute, d'une très, très grande richesse. Alors maintenant, dans la mesure où tu as soutenu, tu es docteur, dans quelle mesure l'enseignant-chercheur que tu es aujourd'hui a-t-il été modelé par ces recherches de doctorat? Alors comme je l'ai dit, donc les recherches de doctorat m'ont donné, une connaissance, heu, d'un terrain d'études qui est la Castille et à la fois d'un groupe social qui est la noblesse. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, j'ai une connaissance, une expertise sur les archives et sur, ces questions-là et je trouverais dommage de ne pas aider, des futurs doctorants comme on a pu m'aider. Parce que avant d'aller aux archives, il faut être orienté, il faut être aidé, c'est tellement dense. Enfin, les archives générales de Castille, c'est
C'est éminemment grand, c'est un voyage et l'Archivo Histórico de Madrigo aussi. Donc je dois dire que, cette thèse, m'a permis de pouvoir conseiller des jeunes doctorants qui se lanceraient là-dedans et après bien tous les points que j'ai évoqués sur des pistes de recherche, bah, j'aimerais les approfondir. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des cas d'études, notamment, Teresa de Torres à Jaén, qui est, l'épouse d'un connétable. Il y a plein de femmes que j'ai évoquées en filigrane, mais j'aimerais peut-être livrer, alors peut-être pas des monographies, mais, heu, des des études, croisées de ces femmes et puis aussi approfondir parce que là, j'ai fait un groupe, j'ai fait une prosopographie. Donc le jeu, c'est de leur trouver des caractéristiques communes, mais je voudrais aussi, sur certains cas, sur certains, ensembles documentaires, en fait, voir leur caractère inédit et leur originalité, en réalité. Donc cette thèse, vraiment a fait germer, à la fois des questionnements et je dirais que dans la thèse, il y a énormément de pierres d'attente, Mhm. de choses lancées qu'il faut développer et donc là, notamment la question de leur rôle dans les villes, est une question qui me passionnerait mais là, par exemple, il faut descendre d'un échelon d'archives. C'est-à-dire qu'il faut que j'aille, à Burgos, dans les archives municipales ou même dans des archives provinciales et là, Burgos, ce sont finalement des archives assez accessibles. Mais, j'aimerais beaucoup aller dans les petits, pueblos ou dans les petits villages parce que je pense qu'il y a des pépites quoi, des documents attestant d'entrée de femmes ou voilà ou de liens. Oui, alors pour ceux qui, comme moi, s'intéressent à la correspondance des femmes, au Moyen Âge, nous savons que tu as aussi pu rencontrer dans tes archives quelques lettres de femmes que tu as du reste déjà exploitées. Et est-ce que tu penses que tu pourrais, il y a encore des choses à trouver et des dossiers documentaires à exploiter sur ce terrain? Alors déjà le dossier documentaire inédit, que j'ai trouvé, dans les archives des ducs de Médinaceli, à mon avis, peut encore faire parler de lui. Hem, Notamment dans l'examen donc en donnant beaucoup plus d'épaisseur, comme dans toute correspondance, en analysant à la fois enfin en convoquant le contexte pour expliquer cette correspondance. Et après je dois dire que oui, je pense que dans certains fonds de la noblesse, notamment les ducs d'Apple ou chez les Médina Sidoni, je pense qu'on pourrait trouver des correspondances, bien sûr. Il y a encore un classement assez, je dirais, original en Espagne, puisque les 3, alors il y en a j'en ai 3 en tête, mais les fonds nobiliaires ont leur propre classement. Donc si on interroge, l'archivistique et la manière donc de dérouler l'histoire du lignage de manière bien linéaire, il se trouve que peut-être que les correspondances des femmes n'ont pas, pris, beaucoup de place dans les legajos et qu'elles sont peut-être dans d'autres cartons, ailleurs. Mais je pense que oui, si on avait le temps, de se plonger véritablement dans chaque fonds nobiliaire avec les époques et de tout sortir, on trouverait, je l'espère, d'autres correspondances, ouais. Parce que c'est vrai que, c'est des petites lettres, hein. Je pense que ça n'a pas, fait dans la manière de sédimenter l'histoire de ces familles nobles, surtout au XVe siècle, hein, où, on avait besoin des actes de majorat, des actes de fondation de leur territoire, de leur ensemble donc territorial. Donc c'était quelque chose de très mis en scène, très important et je pense que, les autres documents sont un peu passés à la trappe, mais on peut en trouver. Mais c'est vrai que c'est très rare, hein, les correspondances de femmes. Il y a donc là un terrain à exploiter. Alors, as-tu relu ta thèse depuis que tu l'as soutenue? Alors j'en ai relu heu, des passages. Alors je j'alterne entre phases de: «Oh là là, j'ai écrit ça, punaise, c'est vachement bien» et phases par: «Oh là là», notamment, voilà, certaines questions historiographiques où j'étais éminemment longue, et c'est vrai que 2 ans après, et c'est ça qui est la magie en réalité je trouve de faire une thèse, c'est que plus on avance, plus on a les idées claires.
Et, je pense que là, je suis en train de travailler à la publication et j'émonde. J'émonde parce que je pense qu'on peut résumer des paragraphes entiers, on peut les résumer ou renvoyer à des gens qui les ont déjà traités et on peut vraiment amener le lecteur ou celui qui nous lit vers la thèse qu'on veut démontrer, quoi. Mais oui, je l'ai relu par passage, hein. Ah, très bien. Alors tu as évoqué tout à l'heure, ton goût des archives et ton goût de la formation des futurs doctorants ou des actuels doctorants, dans ce domaine. Quel autre conseil donnerais-tu à de jeunes doctorants? Alors, moi, mon conseil, ce serait de ne pas s'isoler. J'ai eu la chance, alors peut-être parce que je suis comme ça, mais je me suis toujours ouverte de mes problèmes. Que ce soit à mes collègues doctorants, que ce soit à des professeurs, j'ai toujours fait part de mes difficultés. Voilà, parce que le travail de chercheur n'est pas un travail facile, c'est un travail très solitaire. Parce que là, ça a l'air sympa de partir à Tolède, à Valladolid, mais et ça l'est et c'est des périodes extraordinaires dans la vie, mais je me souviens avoir passé 1 mois et demi à Valladolid, 1 mois et demi à Tolède, d'affilée, toute seule. Et autant à Valladolid, je m'étais fait des amis, autant à Tolède, j'ai réellement passé des semaines entières toute seule où je ne voyais que l'archiviste. Heu et donc c'est difficile. C'est difficile, c'est une forme de renoncement à plein de choses. C'est une mise en parenthèse. Alors pour d'autres choses, hein, vraiment, c'est des périodes, très, très formatrices, à la fois sur soi-même. Alors après, après les confinements, du coup, passent un peu mieux parce que c'est vrai qu'ayant l'habitude déjà de voir 2 personnes par jour à Tolède, j'ai un peu mieux, disons, vécu le confinement parce que je m'étais habituée, aux lettres et à l'étude comme un moine dominicain. Mais, mais de sortir de la solitude et d'oser dire les difficultés, que ce soit la solitude et la paléographie aussi. La paléographie, c'est quelque chose de très, très, très difficile. Donc, ça et le dernier point aussi, c'est alors ça aussi, ça fait partie de ma formation, c'est la relecture. Je me suis fait relire, voilà, régulièrement, sur des communications, des articles par des amis, voilà. J'ai osé dire, mes difficultés et voir mes propres limites. Très bien. Alors pourrais-tu nous lire la première phrase de ta thèse et éventuellement apporter un petit commentaire? Alors, c'est, la première phrase de ma thèse, c'est une citation, d'un extrait des mémoires de, Léonore Lopez de Córdoba. Et donc, je ne vais pas vous lire la citation, je ne vais peut-être pas vous lire la première ligne parce que je raconte qu'elle est fille de, voilà. Mais, je vais vous lire le début du coup. Donc je reprends la citation et je dis: «De alto linaje, c'est ainsi que Léonore Lopez de Cordoba se met en scène tout au long du récit qu'elle fait de sa vie, un texte que l'on considère comme la première autobiographie féminine en langue castillane. Dans ces mémorias, une inversion se produit en termes de visibilité historique. Car si les hommes y apparaissent comme des ombres flottantes au rôle restreint, Léonore, elle, se présente comme un chef de famille qui sait recomposer et transmettre son patrimoine.» Un commentaire? Non, mais je dirais que, bah, la première phrase, correspond bien à ce que j'ai voulu démontrer, c'est-à-dire que, voilà, la femme noble, a aussi un rôle de chef de famille et recompose et transmet son patrimoine et puis c'est une idée dont je me suis beaucoup servie pour problématiser, celle de la visibilité historique. C'est-à-dire que j'ai découvert, que beaucoup de femmes étaient là, gisaient dans les archives. Alors pour reprendre, l'expression de Lucien Febvre, des princesses endormies. Alors ça, c'est une des dernières phrases de ma thèse et qu'il fallait juste presque les ressusciter, la résurrection de Michelet. Alors excusez-moi de de balancer des noms comme ça de grands historiens et donc voilà, je trouve que cette phrase correspond bien à ce que j'ai voulu faire et de suite aussi, de alto linaje, ma thèse est aussi, considère aussi les origines sociales.
c'est-à-dire que j'étudie un groupe particulier. Mes conclusions ne sont valables que dans ce groupe social et je trouve que c'est aussi quelque chose qui me démarque des 2 historiographies dans laquelle j'ai voulu m'inscrire, l'anglo-saxonne et l'espagnole. C'est-à-dire que l'historiographie française, outre les questions de race, de genre, qui, inondent les séminaires de recherche, s'intéresse aussi au social. C'est-à-dire que mes conclusions, heu, se lisent dans un groupe social, celui de la noblesse, et ne seraient pas les mêmes même dans un groupe de noblesse urbaine ou dans un groupe de paysannes ou que sais-je. C'est vraiment, une attention, à la condition sociale aussi, qui est importante. Très bien, Annabelle, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce projet Ma thèse et moi toute une histoire et pour ce bel entretien. Merci beaucoup. Merci à vous, au revoir.